Mesdames, Messieurs, chers Montreuilloises, chers Montreuillois, mes premiers mots iront à tous les agents et les agentes de la ville de Montreuil, à tous les bénévoles, ces femmes et ces hommes qui, ce week-end, à l'occasion de la fête de la ville et du Festival des cultures urbaines, ont donné à voir ce que Montreuil a de beau, d'humain, de fraternel. La fête était belle et je tenais sincèrement à remercier l'ensemble des actrices et des acteurs de la réussite de ce week-end. Elle était d'autant plus belle qu'elle s'est déroulée dans un contexte de crise politique à l'échelle nationale. La situation dans laquelle est plongé notre pays depuis le soir des élections européennes, où le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, est une situation de trouble politique majeur et d'immense danger. Je veux dire que, devant l'ampleur de la tâche qui incombe aux municipalités et à notre municipalité dans l'organisation de ce scrutin, en à peine 3 semaines, je tiens à saluer les services de la ville, l'ensemble des militantes et des militants engagés à des titres divers dans le débat électoral et les Montreuilloises et les Montreuillois volontaires qui ont répondu présent et qui répondent présents pour garantir la bonne tenue de ces élections législatives anticipées. Devant l'imminence du risque de voir le Rassemblement national, c'est-à-dire l'extrême droite, gouverner notre pays dans exactement 12 jours, je tiens également à saluer ici le sursaut des forces politiques de gauche et des écologistes qui ont, en quelques jours, su trouver les moyens d'une entente globale, aussi bien programmatique qu'électorale, et ce, malgré des divergences de fond que nous connaissons et les derniers mois marqués par des propos parfois très durs. Ce sursaut marque pour le citoyen que je suis, pour la municipalité, l'étape préalable indispensable à la mise en œuvre réelle et concrète à l'échelle nationale des idées de progrès que nous défendons ici toutes et tous. Je veux dire également que cela conforte, en tant que maire, notre vision d'un travail coopératif et d'un travail de longue haleine, d'union entre les différentes forces de gauche et écologistes à l'échelle de la municipalité, un travail qui a été engagé par l'ensemble des forces que nous représentons et qui est basé sur un partage des mêmes convictions de fond, la lutte contre toute forme de discrimination, la solidarité comme vecteur de cohésion, le respect de chacune et de chacun et de toutes les formes du vivant comme levier d'émancipation, l'union comme perspective pour le bien de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Chacune et chacun ici mesure le risque immense devant lequel est placé le pays. Chacune et chacun mesure le caractère incalculable des conséquences de l'arrivée de l'extrême droite au gouvernement du pays. Chacune et chacun mesure ici en Seine-Saint-Denis, ici à Montreuil, le fait que les politiques sociales, les politiques de rénovation urbaine, les politiques de solidarité seraient sans nul doute les premières à être placées dans le viseur d'un gouvernement de M. Bardella. Nous le verrons encore au cours de cette séance du Conseil municipal. Un certain nombre d'engagements marquants s'apprêtent à être pris et conduits par notre municipalité pour défendre et soutenir la fraternité et des politiques de solidarité avancées.
On peut le dire, je crois, depuis le 9 juin, notre pays est entré dans une période de grande incertitude. Jamais l'extrême droite n'a été aussi proche de prendre les commandes de notre pays. Le 30 juin et le 7 juillet, il nous faudra donc, quoi qu'il nous en coûte et sans aucune réserve, faire barrage au Rassemblement national et à ses alliés. Face à l'imminence du danger, en réalité, nous n'avons pas d'autre choix. Toutefois, dès le 7 juillet au soir, si on veut lutter durablement et efficacement contre l'ascension de l'extrême droite, il va falloir se pencher sur l'état de notre démocratie. Notre démocratie est bel et bien malade. L'extrême droite et l'abstention sont deux symptômes de cette maladie. À Montreuil, l'extrême droite est à moins de 10%, même si elle progresse en nombre de voix. C'est par l'abstention que se manifeste dans notre ville le malaise démocratique. Le 9 juin dernier, c'est 48,55% du corps électoral qui s'est abstenu à Montreuil. Cette abstention est bien entendu multiforme, même si elle reste marquée géographiquement et sociologiquement. À Montreuil, nombreux sont celles et ceux habitant notamment les quartiers populaires qui se réfugient dans l'abstention parce que la politique et les politiques, quels qu'ils soient, sont décrédibilisés à leurs yeux. Ils ne se sentent plus représentés et ça, c'est dangereux. En effet, une démocratie représentative dans laquelle les citoyennes et les citoyens ne se sentent plus représentés est une démocratie en danger. Aussi étrange que cela puisse paraître, même dans une ville comme Montreuil, quand on se donne la peine de regarder les choses, on voit notre ville se fracturer entre celles et ceux pour qui ça va et celles et ceux qui vivent la précarité, quand ce n'est pas la pauvreté et l'isolement, celles et ceux qui bénéficient de la culture et de lieux festifs et celles et ceux qui sont à des années-lumière de tous ces bienfaits. Cette fracturation de notre société est, de mon point de vue, porteuse de grands dangers. Je crois profondément en la République et à son universalisme émancipateur. Quand je regarde ce qui se passe, je me dis que si l'on veut éviter les risques que cette fracturation peut faire courir à notre société, il y a urgence à sortir des grandes phrases et des affirmations pour redonner du contenu aux grands principes républicains. Pour illustrer mon propos, je vais prendre deux exemples. Je vais parler en premier lieu de ce qui se passe au Clos français et des conditions dans lesquelles se déroule actuellement le renouvellement urbain dans ce quartier. Ce qui se passe dans ce quartier est sincèrement indigne de la République française. Vous avez des familles qui, pour certaines d'entre elles, vivent un véritable enfer au quotidien. Quel respect pour la dignité des personnes quand vous vous retrouvez avec des personnes très âgées qui sont dans l'incapacité de bouger, des personnes souffrant de maladies chroniques, des personnes en situation de handicap qui sont dans la poussière, dans une situation où ils campent dans leur propre appartement, ouvert en permanence pour permettre l'accès des ouvriers. Comment voulez-vous que dans ces situations, ne mènent pas à la plus grande des désespérances, surtout quand sur place, il n'existe pas d'interlocuteur identifié pour remonter les difficultés. Le gardien n'a pas les moyens de régler les problèmes tout simplement parce qu'il s'agit de choses qui dépassent sa compétence. Il renvoie vers l'office HLM qui renvoie vers le gardien. Ce qui est un peu kafkaïen, vous me l'accorderez. Comment, dans ces conditions, voulez-vous que ces habitantes et ces habitants se perçoivent autrement que comme des citoyennes et des citoyens de seconde zone? Même la gestion de l'amiante, pourtant réglementée, est problématique sur ce chantier. Je n'y reviendrai pas car j'ai eu l'occasion de l'évoquer plus d'une fois dans cette assemblée. Il y a eu le décès d'un ouvrier. Que s'est-il passé après? Il y a eu certes un arrêt du chantier pendant quelques jours, mais la sidération passée, tout est reparti comme avant, avec le sentiment que rien n'a changé quant au suivi du déroulement du chantier. Certes, sur le terrain, tout est sous-traité, mais quand même, le chantier est supposé être dévolu à Bouygues. Ce n'est quand même pas une petite entreprise et en principe, c'est des gens qui ont l'expérience suffisante pour faire correctement les choses quand ils le veulent. Que font Est Ensemble Habitat et la municipalité pour exiger une tenue du chantier respectueuse de celles et ceux qui subissent les travaux? À grand renfort de communication, vous ne cessez, monsieur le maire, vous et votre majorité, d'affirmer que tout va bien. Pire encore, vous créez une réalité parallèle. Si je reste toujours sur l'exemple du renouvellement urbain au Clos, non seulement vous invisibilisez les difficultés vécues par cette partie de la population, mais en parallèle, vous relatez une réalité qui n'existe pas. C'est le cas du fameux appartement de courtoisie mis à la disposition des habitantes et des habitants pendant le déroulement des travaux. Autant dire que cet appartement est un mythe. Vous pouvez décider qu'avec la communication municipale, vous allez décréter que tout va bien et gommer ainsi sans ménagement les difficultés vécues au quotidien par un certain nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Mais en démocratie, on n'invisibilise pas sans conséquence les difficultés du quotidien vécues par une part grandissante de la population. Cette communication biaisée est porteuse, à mon sens, d'une autre difficulté. En effet, lorsque du quotidien on sort tous les sujets qui fâchent, lorsqu'on les invisibilise dans la communication municipale, alors effectivement, toutes celles et ceux qui ne vivent pas ce quotidien douloureux peuvent considérer que tout va bien. Cette façon d'agir est dangereuse car elle crée de l'incompréhension et elle participe de la fragmentation de notre communauté locale.
Le deuxième exemple, je vais le prendre dans le fonctionnement démocratique de notre ville. La démocratie, ce n'est pas juste l'organisation des élections, c'est aussi un principe d'organisation de la société. Il vous faut conclure. La vitalité démocratique, c'est ce qui garantit que toutes les questions, même celles qui fâchent, que tous les sujets, même les plus complexes et les plus difficiles à traiter, soient vraiment pris en charge au mieux de l'intérêt commun. J'ai appris récemment, au détour d'une conversation, que la ville de Montreuil fermait son service de maintien à domicile. Le service municipal de maintien à domicile, c'est un service qui s'adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans qui souhaitent rester autonomes à domicile. Ce service a tout simplement été supprimé. Nous avons voté le budget le 30 mars dernier. Comme vous le savez, ce budget a permis d'acter une deuxième augmentation de la taxe foncière en 2 ans. Et vous supprimez juste après ce vote, et en contradiction avec tous les principes que vous affichez, un service public utile à des personnes fragilisées. Pourquoi le vote du budget n'a-t-il pas été l'occasion d'un échange franc et sincère autour de ce qu'il fallait préserver quant au service rendu aux Montreuilloises et aux Montreuillois ? À cette question, je le sais, je n'aurai pas de réponse. Simplement, ce que je veux dire, c'est que par ce type de fonctionnement, par cette façon d'affirmer des choses et de faire le contraire, vous contribuez à alimenter le procès en insincérité fait aux politiques. L'heure est grave et je pense que si aucune action résolue n'est mise en œuvre pour résorber la distance entre la parole donnée et les actes posés, nous allons nous condamner à faire barrage jusqu'au jour où la digue, tellement fragilisée, cédera. J'espère seulement que le 30 juin, la digue sera encore suffisamment robuste pour nous permettre de résister encore. Quoi qu'il arrive, on a des monceaux de difficultés et tellement de choses à recoller et à reconstruire, et notamment avec tous ces gens, alors peut-être moins à Montreuil qu'ailleurs, mais quand même, avec qui on n'arrive même plus à parler. C'est même pas qu'on les convainc pas, c'est qu'on n'arrive même plus à dialoguer, à s'entendre, à créer de la confiance. Alors, heureusement, dans certains endroits comme ici, c'est pas du vote RN directement, mais c'est de l'abstention. Et un jour, comme le disait ma collègue, à force de faire barrage, mais des barrages de plus en plus petits, et ben là, on espère gagner du temps, mais 3 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Et les années suivantes, voilà, parce que de toute façon, on aura au moins 200 députés RN au Parlement. Et on a, je pense, une responsabilité et une mission, même si à Montreuil, on n'a pas de risque, entre guillemets, mais après tout, des villes qui votaient à 80% PC donnent aujourd'hui des majorités au Rassemblement national, donc rien n'est jamais acquis, et je pense qu'il faut qu'on s'y attelle tous. J'étais content qu'on fasse quelque chose qui avait dépassé les clivages majorité-opposition en co-signant une tribune. Alors je veux quand même rassurer les gens, je n'ai pas rejoint la majorité municipale, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque la tribune est attribuée à la majorité municipale. Franchement, on aurait pu faire un effort. Et puis surtout, je voudrais juste m'excuser auprès des organisations syndicales, des associations culturelles, du mouvement social, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de dire « nous » quand c'est pas nous, voilà. Et je ne parle pas au nom, quand il n'y a que des élus qui signent, on ne dit pas « nous ». Le mouvement syndical, le mouvement social, etc. Donc je m'excuse auprès d'eux et je pense qu'on aurait pu s'en passer aussi. Le principal, c'est qu'on les fait et qu'on les dit et qu'on le porte jusqu'au 7 juillet et si possible, qu'on continue un peu dans cet esprit parce que les autres, ils nous feront pas de cadeaux et pour eux, on est tous pareils. Hein. Et on sera tous dans les mêmes wagons, dans les mêmes stades. Nous passons donc à la délibération numéro 1 qui concerne l'élection d'un nouvel adjoint suite à la démission du 7e adjoint. Pour mémoire, le 28 mai 2020, le conseil municipal avait fixé à 21 le nombre d'adjoints au regard de l'effectif maximum autorisé. Il est ainsi proposé d'une part de maintenir le nombre d'adjoints et d'adjointes à 21, d'autre part de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint pour remplacer M. Consalvi. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions, proposition adoptée. Je prends acte au nom de la majorité de la candidature de Stéphane Beltran, pour laquelle je dirai dans un instant un mot particulier. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Stéphane Beltran est conseiller municipal délégué au logement depuis 2014. Il est aujourd'hui retraité, après avoir été travailleur social, au fond une
une grande partie ou une immense partie de sa vie. Et sa présence continue ici, dans les locaux de la mairie de Montreuil, témoigne que sa retraite n'est pas du tout inactive. Stéphane, en tant qu'élu au logement, fait face au quotidien aux demandeurs et aux demandeuses de logement, qu'ils soient premiers entrants ou déjà locataires d'Est Ensemble Habitat. Nous avons, pour vous donner un ordre d'idée, depuis le 1er avril 2017 jusqu'à aujourd'hui, il a effectué 240 permanences de demandeurs de logement et a reçu 1920 personnes demandeurs de logement. Et pour qui sait, notamment dans le Conseil, les immenses difficultés que connaissent une partie des demandeurs de logement, les détresses familiales, sociales auxquelles ces demandeurs font face, en disant que Stéphane Beltran a rencontré 1920 d'entre eux, vous pouvez imaginer la détresse à laquelle il a été confronté, tout simplement. Je ne compte pas, nous n'avons pas pu compter les permanences qu'il a effectuées au sein de notre office, Est Ensemble Habitat. Nous n'avons pas pu compter également les rencontres des locataires en procédure d'expulsion, afin de tenter tout ce qui est possible avant que le concours de la force publique ne soit exécuté. Nous n'avons pas pu compter non plus le nombre de réunions de la présidence de la commission expulsion d'Est Ensemble Habitat et le nombre de réunions en tant que membre du bureau de l'office, ni même les centaines de rencontres et de débats, de visites de terrain chaque année avec Florent Guéguin et aujourd'hui et avec moi hier auprès de notre office de HLM. Son engagement est sans faille, même lorsque la vie lui a réservé des coups durs. Je veux dire à ce travailleur social infatigable qui, pendant des années, à Emmaüs, aura, à l'accueil de jour, n'aura cessé d'accueillir les plus démunis, les plus précaires des citoyennes et des citoyens qui sont sur le chemin de Montreuil. Pour cet homme qui ne voit que des êtres humains, par-delà les nationalités, que des frères et des sœurs, par-delà les situations sociales, notre profond respect, mon profond respect, et l'immense sentiment que j'ai que, en nous apprêtant, si le Conseil le décide, à lui confier l'écharpe d'adjoint au maire de la ville de Montreuil pour ses fonctions et pour sa qualité de délégué au logement, nous faisons un acte de justice immense au regard du travail constant que Stéphane Beltran a développé au cours des 10 années qui viennent de s'écouler. En tout cas, je voulais redire à Stéphane publiquement mon immense respect pour ses valeurs, pour son travail, pour l'énergie qu'il dégage et par-dessus tout pour la bonté qu'il témoigne. Je déclare donc le scrutin ouvert et je demande au secrétariat d'avoir la gentillesse de passer dans les rangs. Je vais à présent proclamer les résultats concernant l'élection du 7e adjoint au maire de la ville de Montreuil. Nombre de conseillers présents ou représentés, 49. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de bulletins déposés dans l'urne, 49.
Nombre de suffrages déclarés blancs et nuls par le bureau, 2. Nombre de suffrages exprimés, 47. La majorité absolue est donc à 24. Ont obtenu Stéphane Beltran 47 voix. Stéphane Beltran, ayant obtenu la majorité absolue, est donc désigné en tant que 7e adjoint au maire de la ville de Montreuil. Ce soir, nous délibérons de la cession d'une parcelle de la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil qui permettra l'agrandissement de la mosquée du Haut-Montreuil au 215-221 rue de Rosny. Cette mosquée, construite entre 2009 et 2014 sur un terrain de la ville, permet aux Montreuilloises et aux Montreuillois de confession musulmane d'exercer leur culte dans de dignes conditions. Cependant, les conditions d'accueil sont loin d'être idéales car la place et les espaces de stationnement sont insuffisants par rapport à sa fréquentation, générant d'ailleurs un certain nombre de nuisances. Le terrain au 223 rue de Rosny jouxte la mosquée actuelle et offre donc l'opportunité d'agrandir la mosquée et ainsi de permettre des conditions d'utilisation dignes pour les personnes qui s'y rendent. Ce projet d'agrandissement a été étudié pour la première fois, je crois, il y a plus de 10 ans au sein de la municipalité, avant même la fin de la construction de cette mosquée. Après plusieurs échecs, nous avons décidé en janvier 2017 de rendre concret ce projet et de préempter le terrain. Cette décision a été attaquée en justice et après plusieurs années de bataille juridique, le Conseil d'État a définitivement validé la préemption en décembre 2022, approuvant ainsi notre démarche et créant à l'échelle du pays une jurisprudence nouvelle permettant de confirmer le droit des municipalités d'utiliser le droit de préemption au titre de la garantie du libre exercice des cultes. Aujourd'hui, nous entrons donc dans la phase finale de ce long processus qu'est la cession de ce terrain à la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil au même prix que nous l'avions acheté ainsi que cela était convenu. Ce processus que je viens de résumer très rapidement a demandé beaucoup de travail à la direction générale, aux services de la ville et aux élus pilotes de ce projet, Frédéric Molossi et Gaylor Le Shaker, que je veux remercier, ainsi que les services avec beaucoup d'énergie et beaucoup de reconnaissance. C'est un sujet complexe. Nous avons dû engager une bataille administrative alors que la jurisprudence n'était pas constituée et nous l'avons gagnée. Devant le Conseil d'État, nous avons ainsi plaidé que le principe de laïcité ne garantit pas seulement la séparation de l'État des organismes religieux, mais aussi le respect et la liberté pour toutes et tous d'exercer leur culte. La laïcité ne contraint personne, elle doit au contraire permettre la libre expression de toutes et de tous et d'exercer son culte avec dignité. Il en est de notre responsabilité, il est de la responsabilité des pouvoirs publics, c'est ce que dit le Conseil d'État, de mettre les conditions nécessaires à l'exercice de cette liberté. À travers la décision du Conseil d'État de validation de la préemption, notre travail
est donc, je l'ai déjà indiqué, récompensé par l'avancée de la jurisprudence à ce sujet. Nous sommes fiers que Montreuil ait mené ce combat qui pourront participer à la juste application du respect des droits des cultes partout sur le territoire français et conférer en conséquence aux maires des pouvoirs nouveaux pour garantir à chaque citoyenne et à chaque citoyen le libre exercice de son culte. Cette session, si le conseil municipal l'approuve, clôt donc une longue étape de ce projet et c'est maintenant à la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil, dont je salue la présence du bureau, de le poursuivre. Cela reste cependant un pas en avant important dans un long processus qui dépasse la délibération de ce soir, à l'heure où certains souhaitent la désunion, la division, l'opposition des Françaises et des Français au nom de leur religion, leur origine, leur couleur de peau. Il est de notre responsabilité de faire vivre dans les actes, les valeurs de notre République. Alors que l'égalité et la fraternité sont mises à l'épreuve, nous répétons qu'à Montreuil, nous accueillons de la même façon chaque personne de manière juste et égalitaire. Chacune et chacun compte. Que vous fêtiez l'Aïd, Yom Kippour, Pâques, d'autres fêtes religieuses ou aucune, le respect et les mêmes libertés vous sont dus. Nous continuerons de l'affirmer partout et autant de fois qu'il le faudra, tant que des populations continueront d'être discriminées, insultées, tant que les principes fondamentaux fraternels de la laïcité seront attaqués, tant que la division règne et que l'union ne l'aura pas emporté. Je dois dire qu'à titre personnel, c'est une grande satisfaction de voir ce projet aboutir aujourd'hui, comme il est en passe d'aboutir également s'agissant de la situation du culte musulman dans le Bas-Montreuil et avec la perspective de la construction également de la nouvelle mosquée. Je m'étais opposé à l'octroi d'un bail amphithéotique pour une association cultuelle et la construction d'un édifice religieux à l'occasion de notre conseil municipal de septembre dernier, si je ne me trompe. En cohérence, j'en ferai de même ce soir. J'ai déjà expliqué les raisons qui expliquent mon opposition à ces délibérations. Je suis bien sûr conscient des difficultés que rencontrent nos concitoyennes et concitoyens de confession musulmane pour exercer leur culte dans de bonnes conditions. Pour autant, ma vision de la laïcité, des frontières à tracer entre action publique et sphère religieuse m'amène à m'opposer au projet tel qu'il est présenté ce soir et comme je l'ai déjà expliqué à l'automne dernier. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, moins une abstention. Un vote contre, pardonnez-moi. Ce que l'on appelle depuis plus de 30 ans désormais la politique de la ville, mot un peu abstrait, est un ensemble de dispositifs visant à réduire les écarts de développement qui frappent certains quartiers dits prioritaires, dans une approche globale des problèmes à la fois sociaux et urbains, et qui fait intervenir l'ensemble des acteurs concernés aux échelles locales et nationales. Le contrat de ville est le document cadre qui en fixe les grandes orientations dans une approche ici partenariale et pluriannuelle. La précédente génération de contrats de ville, qui a pris fin au 31 décembre 2023, avait été signée dans nos territoires en 2015 et pour une durée initialement prévue de 5 années. Vous l'avez compris, nous aurions dû examiner cette délibération et voter un nouveau contrat de ville il y a 4 ans. Le manque de considération des gouvernements qui se sont succédés depuis le 2017 pour la politique de la ville, ses quartiers prioritaires et leurs habitants ont amené à plusieurs reconductions de cette génération de contrats de ville sur décision de l'État, alors que la réalité de ces quartiers n'était plus, en 2020, encore moins en 2022 ou aujourd'hui, ce qu'elle était en 2015. Avant tout, ce sont les périmètres même de ces quartiers prioritaires qui ont évolué et qui auraient dû être mis à jour bien plus tôt. Vous le savez, la pauvreté a progressé en France depuis 2017 et de nouvelles zones qui auparavant ne rentraient pas dans les critères définis par l'État pour être classées prioritaires le sont désormais aujourd'hui. Ce travail de mise à jour a finalement été mené par la préfecture,
mais avec une concertation moindre des villes et sur la base de statistiques. À Montreuil, nous avons tout de même réussi à faire évoluer cette géographie prioritaire comme cela nous semblait nécessaire de le faire. Plusieurs résidences et îlots comme les Néfliers, les résidences seniors Blanc-Villain et Belvédère, une zone pavillonnaire dans le quartier 3 communes Fabien et 3 établissements ou groupes scolaires peuvent désormais bénéficier des dispositifs de la politique de la ville. C'est un maigre soulagement. En parallèle, et malgré son réveil tardif, l'État a finalement décidé de lancer cette nouvelle génération de contrats de ville que nous attendions donc depuis 4 ans. Cette fois, elle vaudra pour 6 ans. Tous les acteurs de la politique de la ville, élus locaux, associatifs, collectifs citoyens, partenaires institutionnels, attendaient alors qu'un travail minutieux d'évaluation du précédent contrat et de concertation pour en préparer la suite soit organisé. Malheureusement, et là encore en raison d'une absence de volonté gouvernementale, rien n'a été préparé par l'État, ou si peu. À Montreuil, nous avons décidé de pallier cette désertion politique en lançant nous-mêmes, en étroite collaboration avec les services d'Est Ensemble, et je remercie tous les agents qui se sont attelés à ce fastidieux travail en l'absence de l'État, une démarche ambitieuse d'évaluation du contrat de ville précédent et de préparation du nouveau. Nous avons voulu y associer largement l'ensemble des acteurs locaux concernés, au travers de réunions participatives, de soirées d'échange organisées depuis 2022, le dernier atelier ayant eu lieu il y a tout juste de cela quelques semaines en mairie, ayant réuni près de 80 acteurs et habitants de nos quartiers prioritaires. Cela nous a permis de voir ce qui avait fonctionné et ce qui avait manqué au cours des dernières années, d'établir un nouveau diagnostic des besoins repérés dans les 5 quartiers prioritaires de la ville et de proposer des pistes d'action pour y répondre. Cela a ensuite été formalisé dans un document rédigé par les services d'Est Ensemble, puisque la loi prévoit que le contrat de ville soit intercommunal et piloté à cette échelle. Malheureusement, l'État n'a visiblement pas apprécié que nous fassions le travail que lui-même se refusait à faire. Les services de la préfecture ont donc préféré rédiger à la va-vite leur propre version du contrat de ville, beaucoup plus concise, pour ne pas dire lacunaire, et évacuant de nombreuses thématiques pourtant essentielles, telles que l'aménagement, la transition écologique, la participation citoyenne, la prévention de la délinquance, tout ça visiblement n'intéressant pas la préfecture. Le Conseil territorial d'Est Ensemble a donc été contraint de voter ce document initié par l'État, puisque c'est lui qui reste le principal décisionnaire et financeur de la politique de la ville, et que le dialogue avec la préfecture sur ces dossiers est devenu quasi impossible. Pour autant, et je parle ici au nom de l'ensemble de mes collègues élus à la politique de la ville sur notre territoire, c'est bien sur la base de l'évaluation et de la concertation que nous avons menée dans nos villes, avec les services municipaux et territoriaux, que nous réfléchirons et mettrons en œuvre ces dispositions dans les années à venir. Dans l'attente, nous devrons donc voter ici, à notre tour, et à la suite du Conseil territorial du mois de mars, le contrat de ville tel qu'il a été préparé par l'État unilatéralement. Je finis par un propos un peu plus large sur la politique de la ville et son devenir, propos nécessaire, je crois, au vu du contexte politique national actuel, et puisque l'occasion m'en est donnée. L'arrivée au pouvoir de l'extrême droite aurait des conséquences désastreuses, nous le savons toutes et tous, sur la lutte contre les inégalités, quelles qu'elles soient. La politique de la ville, qui est l'un des leviers pour pallier les carences des politiques de droit commun dans nos quartiers les plus en difficulté, est clairement dans son viseur. Alors je me permets d'insister pour conclure sur la nécessité de soutenir dimanche prochain et celui d'après un projet politique de solidarité pour mettre au pas les idérances de l'extrême droite et lui rappeler qu'en France, si l'égalité est dans notre devise, c'est parce qu'elle est le sens même des combats qui doivent nous unir. Notre territoire cumule des fragilités et on le répétera jamais suffisamment. Avec un taux de chômage à 16%, avec un taux de pauvreté à 25%, avec un niveau de famille monoparentale qui cumule des difficultés dans ces quartiers-là qui est très important, à 38%. Nous avons besoin de réponses spécifiques et c'est l'objet même de ces contrats de ville que de le faire et par là même le soutien que nous leur apportons. Et lorsque l'on voit que sur les appels à projets, il y a presque 1 million d'euros qui sont versés chaque année à travers les associations pour directement bénéficier sur les sujets de santé, sur les sujets de culture aux habitants de ces quartiers prioritaires de la ville, c'est une chose qui est importante. À cela s'ajoute évidemment tout l'investissement sur le renouvellement urbain, près de 100 millions d'euros qui vont être investis sur les quartiers de Montreuil pour pouvoir vivre mieux et vivre décemment dans ces quartiers-là. C'est un tout. Le contrat de ville sur lequel je souhaitais insister et peut-être rappeler qu'il y a 2 choses sur lesquelles nous devrons être particulièrement vigilants. La première, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des dispositifs spécifiques que le droit commun ne doit pas s'appliquer entièrement dans ce territoire-là. Ça a été rappelé il y a quelques semaines par l'ensemble des maires d'Est Ensemble.
nous avons dans ces territoires trop de retard en termes d'accès aux services publics sur tous les sujets qui font le quotidien. L'accès à la santé, l'accès à la justice, l'accès à une sécurité de proximité. Et donc c'est aussi ce travail de relier avec le droit commun ces territoires-là qui nous doit être dans notre radar, qui doit être un débat et une force politique à tout instant. Et pas seulement, même si c'est essentiel, les dispositifs sur le contrat de ville. Je dois dire mon étonnement quant au fait que l'analyse des besoins sociaux utilisés donc date de 2020. Entre 2020 et 2024, il y a eu les émeutes en 2023. Au-delà, on est sur un territoire, donc le territoire d'Est Ensemble, qui évolue très rapidement. De 2014 à 2020, sur le territoire d'Est Ensemble, la population a augmenté de 1% par an. De 2014 à 2020, la population d'Est Ensemble a augmenté de près de 32 000 personnes, ce qui représente l'équivalent de la population de la ville de Romainville. Ce n'est pas rien et surtout, cela n'est pas sans incidence, je le crois, sur le recensement des besoins. Ce point étant posé, je voudrais centrer mon propos, et c'est là ma deuxième remarque, je voudrais centrer donc mon propos sur ce qui est, de mon point de vue, le point faible du dispositif, c'est-à-dire les mécanismes de suivi des engagements pris. C'est sur la question du suivi des engagements, à mon sens, que le bât blesse. Prenons par exemple l'abattement de 30% sur la taxe foncière relative aux propriétés bâties, dont sont bénéficiaires les bailleurs sociaux présents sur les quartiers politiques de la ville. À Montreuil, cet abattement représente 2 386 564 000 € au titre de l'année 2023. Cet abattement est consenti par la ville en contrepartie d'un engagement du bailleur, notamment à une meilleure gestion de proximité. Force est de constater que sur le terrain, cet engagement est difficilement perceptible. Tout à l'heure, je parlais du renouvellement urbain au Clos français et de la difficulté que rencontrent les habitantes et les habitants pour relayer les difficultés du quotidien relatifs au déroulement du chantier. Quand j'avais en son temps interrogé sur une maison du projet implantée dans le quartier pour être un lieu identifié pour servir d'intermédiaire entre les habitants et les différents intervenants, on m'avait expliqué à l'époque que l'ANRU ne finançait plus ce type de dispositif. Qu'est-ce qui empêche le bailleur à utiliser les fonds procurés par ce type d'abattement pour désigner un référent permettant d'être un interlocuteur de proximité identifié pour les habitantes et les habitants et permettant surtout de coordonner les remontées relatives au suivi du chantier? Sur le terrain, je crois qu'un tel investissement serait fort utile. Je mets aux voix la délibération numéro 3, qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Comme chaque année maintenant depuis le début de ce mandat, il me revient le plaisir de vous présenter les lauréats de notre appel à projet, appel à initiative pour une ville durable. Cet AIVD nous permet d'aider au moins un peu des associations qui développent dans notre ville des actions liées à l'alimentation, depuis la production, plan de graines, entretien de plantes, cueillette et première transformation, jusqu'à la dégustation de repas et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous avons reçu cette année 8 projets et nous en avons sélectionné 7. Notre budget n'a, hélas, pas pu être augmenté. Nous avons donc réparti 20 000 € en ces 7 projets. Vous pouvez en voir le détail dans notre note jointe. Je remercie très sincèrement mes collègues Nathalie Lana, Nacera Desfinel, Tobias Molossi, Paul Guérin et Muriel Ben Saïd, qui, comme chaque année, participent activement à ce jury avec les services de la ville, que je remercie également. Notre groupe peut ainsi émettre des propositions de versement de subventions étayées sur une bonne connaissance des structures de la ville et de leur impact dans les quartiers. Nos critères sont assez simples. Les actions retenues doivent s'adresser en priorité aux personnes les plus en difficulté économique ou aux enfants. Elles doivent avoir leur siège à Montreuil ou coopérer régulièrement avec de plus petites associations montreuilloises. C'est par exemple le cas de Culture en Herbe qui travaille notamment avec l'association Les Mamies du Bel Air. Enfin, nous privilégions les projets réellement participatifs. Nous sommes en effet très attentifs à ce que ces projets ne soient pas uniquement fondés sur la transmission de savoir, mais bien sur le partage de savoir et sur l'égale découverte des connaissances que chacun porte en soi. Les projets que nous vous présentons ce soir valorisent cette notion du partage et celle du refus d'une hiérarchie entre sachants et bénéficiaires.
Il favorise la coopération accrue entre toutes et tous afin de construire ensemble des réponses aux besoins qui s'expriment dans les quartiers. Je tiens à souligner que 2 des associations soutenues, Récolte urbaine et Les Arts dans les murs, rapportent par exemple plusieurs tonnes d'invendus de Rungis qui permettent ensuite de proposer des repas à prix libre, parfois à 0 €, aux habitants des quartiers. Permettez-moi ainsi de penser qu'un petit morceau, puisqu'on parle alimentation, je parlerai de morceaux, de démocratie peut se renouveler ou se consolider grâce à de tels projets. Lorsque l'on épluche des légumes ensemble, lorsque l'on découvre la saveur d'une nouvelle plante aromatique, lorsque l'on surveille ensemble la cuisson d'un gâteau qui va faire briller d'envie les yeux des enfants, nous trouvons très simplement la joie de découvrir et de créer ensemble, et sûrement la joie d'écouter les autres. J'ai la conviction, peut-être immodeste, vous me pardonnerez peut-être, que de tels projets jouent un rôle important dans la qualité de vie dans nos quartiers. Si vous avez des questions à poser sur telle ou telle proposition ou sur tel et tel choix, je suis bien sûr prête à vous répondre. Mais surtout, je vous encourage cet été à aller voir tout ce qui se fait dans nos quartiers. Je pense notamment à l'été est à nous, à la nous, grâce à ces associations. Cela vous convaincra, je l'espère, du bien fondé de cet appel à projet et des actions retenues que je vous remercie de bien vouloir valider. Alors, la municipalité encourage les projets concernant l'alimentation durable. Elle soutient les associations qui cultivent à Montreuil, en pleine terre ou en bac, la pollution des sols étant un lourd héritage de l'industrialisation de la ville. Accompagnées de nouvelles pratiques, sans pesticides ou autres intrants, ces associations mettent en exergue la pédagogie pour expliquer les légumes adaptés aux différentes saisons et consommant moins d'eau. Cela évite de faire venir des légumes ou fruits de l'autre côté du globe, avec tout le CO2 dépensé, des normes de traitement chimique très élargies, ainsi que de mauvaises conditions de travail existant dans certains pays. Étant un pays de bien manger, ces associations valorisent aussi la végétalisation de l'alimentation en apprenant aux habitants de bonnes recettes végétariennes, moins chères qu'avec de la viande ou du poisson, meilleures pour la santé et évitant de tuer des animaux. Les membres de ces associations sont des personnes motivées pour dispenser leur art de vivre, c'est-à-dire partager un moment convivial et instructif autour de la question alimentaire. Il s'agit d'appréhender la transition écologique de notre alimentation de façon agréable et efficace. De la même manière, le service nature et jardin en ville s'applique à la transformation de notre paysage pour appréhender l'avenir. Nous soignons les sols en apportant des nutriments toujours naturels si nécessaire et en les laissant refaire leur substrat pour que la terre soit nourricière pour tout le vivant. Non seulement nous plantons beaucoup d'arbres, mais nous les plantons mieux, avec de plus grandes fosses, une diversité d'espèces et la prise en compte de leur environnement. Il n'y aura plus de coupes sauvages, dites en rideau, pour les nouvelles plantations. Nous avons débitumé le pied des arbres et remis de la terre ou du broyat afin de leur redonner de la force et de meilleures conditions de vie, afin qu'entre autres, ils puissent continuer à nous protéger. La gestion différenciée évite l'utilisation de matériel toujours polluant. Elle permet de nourrir la petite faune sauvage qui nous entoure et nous offre un paysage plus, entre guillemets, campagnard. Le pôle valorisation sensibilise les jardiniers à de nouvelles pratiques, à l'utilisation nouvelle de plantes que l'on qualifiait mauvaises herbes jusqu'à présent et dont on redécouvre les bienfaits et les aptitudes aujourd'hui. Le pôle valorisation propose aussi des formations envers le public et la pratique du jardinage et à la sensibilisation de la nature dans les écoles. Tout le service est bien évidemment concerné par le bouleversement climatique et s'adapte à la situation de demain avec détermination et innovation. Je souhaite citer 2 exemples qui montrent un changement d'état d'esprit des personnes s'occupant de la nature en ville. Lors de l'abattage de 5 arbres diagnostiqués dangereux dans le parc des Beaumonts, géré par Est Ensemble, la jeune équipe gestionnaire du parc a demandé aux élagueurs de visiter chaque trou des troncs et branches des arbres avec une caméra miniature de 6 mm de diamètre pour vérifier qu'il n'y avait plus de chauves-souris endormies. Le cas échéant, l'abattage était reporté après le réveil des animaux. 2e exemple, depuis le début du mandat, la ville n'a plus fourni de vrais sapins de Noël pour faire comprendre que l'on ne coupe pas des arbres pour le plaisir. Nous avons donné des sapins valables pour 10 ans. La transition écologique concerne tous les domaines. Il est important de voir que la ville de Montreuil, comme Est Ensemble,
que les agents communaux comme territoriaux, que les associations comme les habitants sont mobilisés pour réaliser la transition écologique vitale pour notre avenir en alliant technique et pédagogie. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais vu que le cavalier qu'on vient d'avoir, je vais faire un cavalier sur le cavalier, parce que, après tout, il n'y a pas de raison. On vient d'avoir une longue tirade sur « tout va très bien pour les arbres ». Alors j'invite Madame de... Alors déjà, je vais dire que, pour le coup, très bons projets qui ont été choisis. 20 000 €, je crois que ça fait maintenant 3 ans que c'est le même montant. Il me semblait qu'on avait dit la première année que ça pourrait progresser au fur et à mesure et que voilà, ce ne serait pas du luxe, je pense, d'augmenter un peu cette somme. Et par ailleurs, donc vraiment, Madame Dehaye, les pieds d'arbres débitumés, il doit y en avoir, mais franchement pas partout. Et les nouveaux arbres plantés, je vous invite à venir passer rue Voltaire. Les nouveaux arbres plantés après les abattages illégaux que vous aviez encadrés en 2022, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que la moitié des arbres sont en très piteux état. Il y en a un qui a été coupé et pas remplacé depuis des mois. Alors, coupé pourquoi, on ne sait pas. Mais il n'est plus là. Et voilà, il y a un arbre en moins. Il avait été replanté, puis coupé. C'était censé être des espèces qui s'adaptaient vachement bien au réchauffement climatique. Bon, manifestement, on s'est un peu planté. Les platanes, eux, ils vont super bien. Voilà, ils font de l'ombre là où il en reste. Voilà, mais sur la moitié de ce tronçon de la rue Voltaire, il n'y a plus, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus rien. Il y a des tiges avec quelques feuilles. Il y a des arbres morts, un arbre coupé. Le bilan est catastrophique. Et les pieds sont toujours bitumés. Hein. Donc, pour les platanes. Donc, franchement, le tableau idyllique, non. Je mets aux voix délibération numéro 4, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 5, Monsieur Beltran, vous avez la parole. Ce SIAD a été mis en place par la loi Allure le 24 mars 2014. Il a tout de même fallu 10 ans d'aller-retour entre la métropole, entre les territoires, entre les différentes communes pour que nous arrivions à échanger sur le SIAD ce soir. La loi Allure a engagé une réforme en profondeur de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux. Dans son article 97, cette dernière prévoit que tous les établissements publics de coopération intercommunale doivent élaborer un plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs de logement social, le PPG-DID. C'est dans ce cadre que le PT Ensemble a validé son PPG-ID lors du Conseil territorial du 26 mars 2024. Ça a pris du temps parce que ça a demandé de nombreuses réunions avec les élus logement habitat d'Est Ensemble, des 9000, des 9 villes, et de nombreuses réunions techniques pour arriver à aboutir à ce PPG-DID. Ce plan définit pour 6 ans les orientations destinées à satisfaire l'information des demandeurs avant et après le dépôt de la demande, formaliser un service d'information et d'accueil du demandeur, le SIAD, assurer la gestion partagée des demandes de logement social, mettre en place la cotation de la demande. Il se décline dans 4 documents, un document d'orientation générale, le guide de la cotation, le socle commun d'information, la convention du service d'information et d'accueil du demandeur, toujours SIAD. Si le PPGID, comme je vous l'ai dit, doit être adopté en conseil de territoire, la convention SIAD doit être approuvée par les conseils municipaux des villes faisant partie d'Est Ensemble, et c'est ce que nous allons faire ce soir. La formalisation du service d'information et d'accueil du demandeur de l'EPT Est Ensemble répond aux objectifs suivants: délivrer une information transparente, harmonisée et actualisée à l'ensemble des demandeurs du territoire, garantir une égalité de traitement de toutes les demandes, quel que soit le lieu et le mode d'enregistrement de la demande, faciliter l'accompagnement des demandeurs les plus fragiles dans leur parcours pour faciliter leur accès au logement social. L'organisation du SIAD repose sur la mise en réseau des services ou lieux d'accueil existants sur le territoire dont les missions sont définies dans la Convention. À Montreuil, nous avons 2 bureaux enregistreurs de la demande de logement. C'est Est Ensemble Habitat rue Molière,
dans les services du pôle attribution d'Est Ensemble Habitat, et bien sûr au service logement et habitat au 7e étage de la Tour Altaïs pour nos services municipaux. L'organisation du SIAD repose sur la mise en réseau des services ou lieux d'accueil existants sur le territoire dont les missions sont définies dans la Convention, je crois que je l'ai déjà dit. Sur le territoire intercommunal, 8 communes ayant renouvelé leur convention SNE, c'est-à-dire Système National d'Enregistrement des demandes de logement locatif social en 2016 ou 2017, disposent d'un lieu dédié en mairie pour l'enregistrement des demandes. Certains bailleurs sociaux présents sur le territoire disposent également d'une agence locale permettant l'accueil des demandeurs de logement social. Action Logement dispose d'une agence à Saint-Denis et d'une plateforme d'appel. L'ensemble de ces lieux reconnus lieux communs de SIAD s'engage par la Convention SIAD à accueillir tous les publics sans condition. Ainsi, ils doivent réaliser à minima les actions d'accueil et d'enregistrement de la demande ainsi que l'orientation des publics nécessitant un accompagnement social vers les structures en capacité de les accompagner. C'est là un peu où, pour moi, le bas blesse dans ce SIAD. C'est-à-dire que nous avons, ce que je viens de vous énoncer là, nous le faisons déjà à Montreuil, à travers notre service logement, à travers nos 7 instructeurs, à travers notre responsable du pôle attribution, notre responsable du service habitat et notre responsable de la direction de l'urbanisme. Nous le faisons depuis des années, tous les jours. Du lundi au vendredi, il y a des permanences en accès libre tous les après-midi au 7e étage de la mairie. Et là, ce que demandent les SIAD en plus, c'est qu'ils soient en capacité d'orienter vers des travailleurs sociaux des demandeurs en logement qui seraient en difficulté pour remplir la demande de logement. Je dois dire qu'à une époque, un président de la République nous avons dit le travailler plus pour gagner plus. Là, à travers ce style de convention, on nous vend le travailler plus pour la même chose. Et quand je dis la même chose, je ne parle pas des agents du service municipal logement et habitat. Je parle de la ville. Parce que comme vous le voyez en dernier point, point financier, sans objet. Sans objet parce que toutes ces demandes ne sont pas financées par l'État. C'est du travail en plus qui va nous incomber et qui ne sera jamais financé. Un peu comme, il y a Florian à côté de moi, un peu comme par exemple la domiciliation au CCAS, qui n'est pas financée par l'État, mais que nous faisons parce que notre conduite et notre ligne politique essaie d'être à l'écoute et à l'accueil des personnes en difficulté. Le fonctionnement du service d'information et d'accueil des demandeurs repose sur l'engagement des partenaires à participer à des réunions annuelles permettant de dresser le bilan de l'accueil, de définir les besoins d'actualisation des informations, d'identifier les moyens à mettre en œuvre pour faire progresser l'harmonisation des pratiques d'accueil. La durée de la convention épouse celle du plan partenarial de gestion et d'information du demandeur, soit 6 ans. Ces modalités éventuelles de révision sont prévues dans ce même plan. Voilà, mes chers collègues. En effet, nous vivons une crise du logement inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, et ce n'est pas seulement ici, uniquement à Montreuil qu'on le dit. C'est un consensus partagé aujourd'hui par l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit les élus locaux, bien évidemment, mais aussi les professionnels du secteur, de l'Union syndicale pour l'habitat, à la FNAIM, ou encore les associations, notamment de locataires. Alors oui, il existe des causes factorielles à cela, notamment la dernière crise sanitaire qui a eu un impact manifeste sur les mises en chantier, mais c'est surtout l'inaction du président, ou plutôt de la République, ou plutôt la mauvaise action de son gouvernement, qui a fait du logement le premier contributeur des économies de l'État dès son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, l'effort sur le logement n'a jamais été aussi bas et les voyants de la construction sont au rouge. Alors que 15 millions de Français souffrent du mal-logement et que 2,5 millions, dont plusieurs milliers à Montreuil, sont en attente d'un logement social, les délais d'attente s'allongent de plus en plus. Réforme de l'APL, hausse de la TVA sur la construction des logements sociaux, ce ne sont que quelques exemples des freins qu'Emmanuel Macron a mis pour réduire les capacités de production des nouveaux logements sociaux et peser fortement sur nos bailleurs, mais aussi sur la rénovation du parc existant de logements sociaux. Alors, que faudrait-il faire pour essayer de remédier à ça ? À l'heure où certains, à l'extrême droite, et mon collègue Stéphane Beltran le disait, prônent des solutions simplistes et excluantes,
comme l'intégration de critères de préférence nationale dans les attributions de logements sociaux, car bien évidemment c'est toujours la faute de l'autre et de l'étranger. Nous devons à gauche continuer à porter des politiques qui au contraire permettent de construire plus et mieux tout en continuant à réguler le marché. L'exemple de l'encadrement des loyers sur le territoire étant un des exemples de ce qu'on peut développer sur ce sujet-là. Lors du dernier débat budgétaire de l'État porté par le gouvernement actuel, les socialistes avaient défendu l'idée d'un bouclier logement permettant de limiter à 25% la part de logement dans le revenu des ménages, avec un objectif, permettre aux Français de vivre dignement. Et demain, je l'espère, nous porterons une politique qui permettra de garantir le droit au logement. Il nous faut aussi une autre politique nationale d'encadrement des coûts du foncier, permettant aux bailleurs sociaux de construire ou d'acquérir des immeubles existants en diminuant le coût des programmes. Protéger les locataires des effets de la crise nécessite enfin une revalorisation des APL qui ont été durement attaquées sur ce quinquennat, mais aussi généraliser l'encadrement des loyers, réquisitionner les logements vides pour faire du logement très social ou des places d'hébergement. Nous devons aussi faire appliquer réellement la loi Guesso, dite SRU, pour que tous les territoires de la République participent au droit au logement. Je rappelle qu'aujourd'hui, 64% des communes soumises à l'obligation de 25% de logements sociaux ne respectent pas la loi. Quand Montreuil se bat, avec Stéphane, avec Gaylor et avec son office intercommunal, pour maintenir 40% de logements sociaux dans la commune. À l'heure où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, nous devons garantir le caractère universel et non discriminatoire du droit au logement. L'introduction de critères de préférence nationale dans les attributions ou encore dans le versement des APL est devenue une menace réelle. Elle serait une ignominie, une blessure infligée aux quartiers populaires et une atteinte aux principes républicains les plus élémentaires. Jamais Montreuil n'acceptera de trier ses habitants, de trier ses locataires en fonction de leur origine ou de leur nationalité. Je mets aux voix en m'associant aux vifs remerciements qui ont été adressés notamment aux services et aux fonctionnaires de notre service logement. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie, Belaïd Bedreddine, pour les contrats d'apprentissage. D'abord, je voulais rappeler que les apprentissages sont liés à la loi L6221-1. Donc, c'est du droit privé. Pour le coup, donc, avec des salaires qui sont calculés de la même façon que dans le privé. Mais par contre, nous n'avons pas le droit aux aides de l'État, contrairement au privé, quand on embauche des apprentis. Donc cette année, on va prendre 28 apprentis. Là aussi, un effort particulier est fait dans les services. Donc pour qu'un apprenti soit pris quelque part, d'abord, il faut que le service soit volontaire et qu'un maître d'apprentissage soit sur place et disponible à encadrer un jeune ou un moins jeune, puisque ça va de 16 ans à 29 ans. Si ces conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas développer, on ne peut pas mettre en place un apprenti, puisqu'il est essentiel que l'apprenti puisse être bien encadré et bien géré au sein de la collectivité. Pour participer à son intégration, il a le droit au ticket restaurant comme l'ensemble de ses collègues, et il peut adhérer au COS, donc assez rapidement. Donc, quand on voit les différents diplômes qui sont proposés, donc c'est des BTS, CAP, technicien du spectacle, je ne vais pas tous les citer, hein, des masters 2 administration publique, des DGF ou BUT, des BUT carrière sociale, des masters, des CAP jardinier paysagiste, des BTS aménagement, des masters de aménagement et droit. Donc on voit bien que ce sont des métiers qui ne sont pas des métiers dans lesquels on prend des jeunes pour les asservir et les utiliser pour remplacer d'autres personnels. Vu la qualification à laquelle on les prend, les seuls qui sont de catégorie C, c'est SAP et jardinier paysagiste. Mais il y a une tradition de dizaines d'années chez les fleuristes et les paysagistes de prendre beaucoup d'apprentis pour apprendre le métier, puisque les filières scolaires ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir correspondre aux moyens qu'une collectivité a besoin de ce type de poste. Alors sur les 28 postes, il y a à peu près 14 qui seront pris en charge par la CFPT qui a changé ses règles, ne prend plus en charge le coût de gestion de tous les apprentis, elle les prend juste sur la liste qui a été publiée par l'État sur les métiers à tension,
Et comme on ne prend pas que des métiers à tension en tant qu'apprenti, on prend aussi des diplômes qui nous sont utiles, mais qui ne sont pas dans la liste des métiers en tension. Donc voilà, encore une perte d'argent, donc ça va nous coûter encore un peu plus cher de prendre des apprentis, mais je pense qu'il faut qu'on tienne le cap. 14 stagiaires seront financés 100% par la ville de Montreuil. 400 apprentis, pas stagiaires, excusez-moi, du terme malheureux. Sur la suite des apprentis dans notre collectivité, je rappelle que c'est du droit privé, que le service public embauche sous concours. On ne peut pas embaucher quelqu'un de catégorie B en catégorie A directement. Il faut qu'il soit vacataire, et au long d'une longue carrière de vacataire, peut-être qu'il aura la chance à un moment ou à un autre d'être nommé. Mais la voie idéale pour pouvoir être nommé à la fonction publique territoriale, c'est la voie du concours. Sauf pour les apprentis en situation de handicap qui peuvent utiliser la troisième voie, mais on en a très peu. C'est anecdotique le nombre d'apprentis en situation de handicap. Il faut qu'on continue à faire des efforts en tout cas pour essayer d'en accueillir, mais c'est pas si évident que cela. Comme il me semble, je l'avais fait l'an dernier ou l'année d'avant. C'est très bien, hein, évidemment, 28 apprentis. Il y a juste une chose qui est étonnante, surtout après tout ce qu'on a dit depuis le début de cette séance, et puis tout ce qu'on est en train de dire aux électeurs sur le pouvoir d'achat. C'est quand même assez bizarre, alors que les apprentis sont quand même pas très bien payés, hein, en fonction de l'âge et du diplôme préparé. Ça peut être autour de 40% d'un SMIC, et ça monte jusqu'à éventuellement 100% d'un SMIC. Il existe des possibilités de majoration. La majoration optionnelle, vous avez mis dans l'article 4 de la délibération que vous ne l'appliqueriez pas. Donc, alors qu'on a une possibilité pour des salaires précaires, quoi, enfin, pour des gens qui n'ont pas des gros salaires et qui sont plutôt précaires, il y a une possibilité d'augmenter de 15%, hein, ça reste modeste. Vous savez, comme la majoration pour chef-lieu de canton, pour vos indemnités, c'est pareil, 15%. Vous voulez accorder, mais pour les apprentis, non. Donc, j'ai rédigé avec ma collègue un amendement que j'ai écrit, donc je peux vous le faire passer, qui dit tout simplement, à l'article 4, il est indiqué que la majoration optionnelle sera appliquée, alors que c'était écrit ne sera pas appliqué. Ça ne touche pas tous les apprentis, et donc c'est pas non plus des sommes mirobolantes pour la ville, mais pour chacun des apprentis qui la touchera, avoir 40% ou 55% d'un SMIC, c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense, surtout en ce moment, ce serait pas du luxe de se permettre de faire ça. Ça serait un peu raccord avec ce qu'on raconte par ailleurs. En France, en l'espace de 4 années, le nombre de contrats en apprentissage a augmenté de près de 20%, passant de 856 000 en 2021 à 1 015 000 en 2024. Par ailleurs, les filières permettant de passer des diplômes en alternance ont nettement augmenté et se sont diversifiées, offrant un choix toujours plus large aux candidats. Ouvert aux jeunes de 16 à 29 ans, ce système offre nombre d'avantages pour les alternants ainsi que pour les entreprises. En effet, l'alternance permet d'entrer rapidement dans la vie active, ce qui peut parfois s'avérer nécessaire. Par ailleurs, cela offre la possibilité de cumuler expérience professionnelle et formation diplômante. Enfin, au niveau national, les chiffres d'entrée dans l'emploi à la suite de l'obtention d'un diplôme en alternance sont très bons. En effet, 70% des diplômés sont en poste en moyenne 7 mois après la fin de leurs études. À Montreuil, au 31 décembre 2018, et selon les chiffres recueillis dans le cadre de la réalisation de la dernière analyse des besoins sociaux, 40% des jeunes de moins de 26 ans étaient au chômage. Ce chiffre est à mettre en regard des 26% de moyenne sur l'ensemble de la ville et l'ensemble des catégories d'âge. En soumettant cette délibération à notre Assemblée, en proposant de structurer cet axe de travail de la politique des ressources humaines, en ayant une gestion prospective des besoins en matière d'emploi et de compétences dans lesquels la ville aura besoin d'étudiants alternants, nous ferions le choix de pérenniser ce dispositif et surtout de renforcer les politiques municipales en faveur de l'emploi des jeunes. Il est notable que pour l'année scolaire 2024-2025, le choix
est fait de privilégier les recrutements d'alternants dans des directions en lien direct avec les habitantes et les habitants. Plus encore, dans une période de difficulté accrue de recrutement dans certaines filières pour les collectivités territoriales, le développement de cette filière de recrutement pourrait ainsi favoriser le recrutement de nouveaux profils de futurs agents publics. En permettant à ces jeunes de remplir les conditions pour leur diplôme, tout en leur donnant l'opportunité d'avoir une expérience dans l'action publique, nous participons à leur insertion professionnelle. Nous soutenons et voterons cette délibération. Notre groupe restera cependant vigilant à ce que le recours au contrat d'apprentissage serve bien à cet intérêt pédagogique et de formation et non pas à faire des économies à notre ville sur le dos des jeunes. À l'heure où nous prétendons lutter contre la précarité, soyons irréprochables. Je vous remercie. Ne pas être bloqué financièrement, avoir une solution pour un parcours qui permet d'accéder à un diplôme post-bac ou autre. Plus d'enfants, d'employés, d'ouvriers accèdent à des cursus qui leur étaient fermés, faute de financement. L'apprentissage a longtemps été en France une voie de professionnalisation de second rang. Il a aujourd'hui gagné ses galons, en particulier dans l'enseignement supérieur. Dans les enquêtes insertion, le taux d'insertion professionnelle des étudiants diplômés par la voie de l'apprentissage sont significativement supérieurs à ceux passés par la formation initiale. Le développement de l'apprentissage est avant tout considéré comme un moyen d'améliorer l'attractivité des carrières dans la fonction publique. Cette voie est aussi un moyen de favoriser la réussite au concours des alternants en leur donnant une expérience précieuse pour réussir les épreuves. Bienvenue à la mairie de Montreuil aux 28 jeunes qui, dans différents services de la ville, vont acquérir des compétences qui leur ouvriront des portes professionnelles. Et comme il est noté dans cette délibération de recours au contrat d'apprentissage pour l'année 2024-2025, la ville de Montreuil a plusieurs défis à relever comme employeur public, car on connaît la difficulté de recrutement, l'évolution des postes, les départs en retraite. Oui, ces jeunes sont un vivier de candidatures potentielles et permettent de réinterroger les pratiques des tuteurs qui participent à la politique de formation et d'insertion des jeunes. Je l'invite à venir rencontrer les stagiaires quand ils arrivent dans notre collectivité. La joie qu'ils ont de pouvoir faire un diplôme qui s'est fermé à eux dans le système éducatif traditionnel, donc c'est aussi à prendre en compte. Sur le rejet, j'ai expliqué que le CNFPT qui devait financer une partie des coûts d'apprentissage, 4 000 à 6 000 euros par an, ne le fera plus pour 14 de nos stagiaires. Donc si on veut rester une enveloppe financière acceptable, soit on diminue le nombre d'apprentis. Donc nous, on préfère faire un effort important pour accueillir 28 apprentis et pas diminuer ce nombre, parce que je le répète, c'est une véritable opportunité, en tous les cas pour ces jeunes, d'arriver à des diplômes de haute qualification, de haute qualité, qui sont dans des filières qui sont complètement bloquées dans l'éducation nationale. Je vous remercie. Donc, je vous propose de rejeter l'amendement proposé par Monsieur Cern et Madame Younis. Donc, je mets aux voix les articles 1 à 3. Contre, abstention, unanimité, merci beaucoup. Je mets aux voix l'amendement à l'article 4 proposé et défendu il y a un instant par Monsieur Cern, qui est pour l'amendement de Monsieur Cern, qui s'abstient, qui est contre. Proposition rejetée, je vous remercie. Nous passons au vote sur la totalité de la délibération. Contre, abstention. Nous avons rejeté votre amendement, mais du coup, je proposais de mettre la totalité de la délibération en voix, si ça vous va. D'accord, on vote l'article 4. Donc, article 4 qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je vous remercie. Je mets la totalité de la délibération. Contre, abstention. Vous abstenez pas sur la totalité de la délibération? Non. Proposition adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 7, Monsieur Stern. Donc les élus qui représentent notre collectivité sont Mireille Alphonse, Dominique Attia, Julien Guyot,
Gaylor Le Shaker en qualité de président du conseil d'administration et moi-même. Je reviendrai d'abord sur les faits marquants de l'année 2023 qui constituent le démarrage de l'activité économique de la société, même si c'est sa deuxième année d'existence puisqu'elle a été créée en février 2022. C'est l'année du démarrage de son activité économique à proprement parler, avec l'engagement de 3 premiers contrats. D'abord, la concession de services confiée par la ville pour la gestion de ses locaux au sein de la copropriété Mosinor depuis le 1er janvier 2023 et pour une durée de 5 ans. L'étude pour le réaménagement du site EIF et le déplacement de la maison populaire qui a été confiée par la ville de Montreuil en juin 2023 et dont la finalisation est prévue en septembre 2024. La concession d'aménagement du quartier Lanouk-Clos français à Montreuil, confiée par Est Ensemble en décembre 2023 et courant jusqu'en 2032. Ce développement rapide de ces activités s'est confirmé depuis la clôture du premier exercice avec la signature avec Est Ensemble de 3 nouveaux contrats. En mars 2024, la concession d'aménagement du quartier Lanoucaillé à Bondy. En juin 2024, l'étude de faisabilité du projet d'aménagement des abords du tramway T1. Et prochainement, la concession d'aménagement du quartier Le Morillon à Montreuil. S'agissant des moyens humains à disposition de la société publique locale Résilience et Innovation ne dispose pas dans l'immédiat de personnel en propre, ni de biens immobiliers ou mobiliers, c'est-à-dire de matériel. Elle s'appuie pour cela sur les moyens de l'ex-Semimo, qui est devenue en 2022 la Société d'économie mixte locale, Résilience et Innovation, grâce à une convention de mise à disposition des personnels et une convention de refacturation des frais de fonctionnement de la SPL qui sont renouvelés annuellement. Ce partenariat, adapté au lancement de l'activité économique, a vocation à évoluer vers une organisation pérenne qui sera proposée au conseil d'administration, aux différents organes de décision de la société, après une analyse fine des différents dispositifs de mutualisation possibles et des expériences réussies menées ailleurs par d'autres sociétés comparables. L'équipe est ainsi mutualisée avec celle préexistante de la Société d'économie mixte locale Résilience et Innovation pour les fonctions support et pour certaines fonctions opérationnelles également. La gestion immobilière, les études, les opérations d'aménagement ou de construction, ainsi que la rénovation thermique. Les premiers recrutements permettant la création d'un pôle aménagement et construction ont eu lieu en 2023 et le renforcement des fonctions support est désormais engagé. La croissance régulière de l'effectif est prévue jusqu'en 2026 pour atteindre un plateau les années suivantes. Enfin, avec l'arrivée à terme du bail de ces locaux, l'équipe s'est installée dans de nouveaux bureaux à compter du 26 décembre 2023. S'agissant du premier exercice comptable, il est à l'équilibre. C'est le premier exercice de la SPL qui courait depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2023. Le conseil d'administration s'est prononcé dès 2022 en faveur d'un développement qui soit cohérent et progressif avec des moyens de la société et l'arrivée des activités économiques qui lui sont confiées par les différents acteurs. Cette stratégie a permis de clôturer le premier exercice comptable à l'équilibre avec un bénéfice net après impôt de 9 514 € qui sont venus abonder le capital social de 225 000 €. L'ensemble de l'activité de la SPL Résilience et Innovation a généré en 2023 un chiffre d'affaires d'1 957 780 €. S'agissant enfin, et pour en terminer, de la gouvernance et de la vie sociale, la ville de Montreuil et le PT Ensemble sont tous deux actionnaires à moitié de la société. Les 4 conseils d'administration ont eu lieu en 2023 avec un taux global de présence des administrateurs de la ville de Montreuil de 95%. Tant ça s'est tenu à Montreuil et donc ça explique aussi ce chiffre. Dans le cadre des obligations de contrôle analogue auxquelles doivent spécifiquement répondre les SPL en raison de leur capital 100% public, le conseil d'administration a décidé la création d'un comité technique qui examine les dossiers présentés en conseil d'administration. Ce comité technique s'est réuni 4 fois en 2023, amont de chacun des 4 conseils d'administration. Pour compléter l'organisation du dispositif de contrôle analogue, le conseil d'administration a adopté début 2024 le règlement des achats de la société et a décidé de la création de la commission d'appel d'offres. Voilà, j'espère, mes chers collègues, avoir pu, par ces quelques mots, éclairer le conseil municipal s'agissant de ce rapport. Contre, abstention, merci. Madame Lana, pour la délibération numéro 8.
Simplement, je voudrais vous rappeler, là, en propos liminaire, les dispositions législatives et réglementaires sur justement la présentation de ces rapports. Donc, le Code général des collectivités territoriales prévoit que les organes délibérants des collectivités locales se prononcent sur un rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au sein du conseil d'administration. La loi 3.2s est donc venue renforcer cette obligation à compter du 1er août 2022 et ce rappel doit désormais faire l'objet d'un débat ou d'un vote au sein du conseil municipal. Et donc, en application de ces dispositions, les administratrices de la SEM Résilience et Innovation présentent ce rapport annuel. Donc, alors, pour rappel, les 4 administratrices représentant la ville de Montreuil au conseil d'administration de la SEM Résilience et Innovation sont Julien Guillot, Gaylor Le Checker, qui préside le conseil d'administration, Frédéric Molossi et donc moi-même, Nathalie Lana. Les faits marquants pour l'année 2023 de la SEM. L'exercice 2023 a été marqué par une évolution sensible de l'activité de la société d'économie mixte, recentrée sur la gestion patrimoniale de ses actifs immobiliers et le parc de stationnement de la Croix de Chavaux, ainsi que sur ses prestations de syndic. Cette évolution de l'activité de la société s'inscrit donc dans la continuité des modifications de gouvernance qui avaient marqué l'année 2022. La prise de participation de l'établissement public territorial Est Ensemble, le changement de dénomination sociale, donc pour rappel, la SEM, aujourd'hui Résilience et Innovation, était auparavant la SEMIMO, redéfinition, et essentiellement la redéfinition et l'extension de l'objet social de la société. Et tout cela, cette évolution en cohérence avec la création de la société publique locale Résilience et Innovation. L'activité de gestion de syndic avec les ensembles immobiliers Croix de Chavaux et Mosinor demeure un élément fort de l'exploitation de la SEM. Concernant la gestion du parking de la Croix de Chavaux, structurellement déficitaire, plusieurs pistes d'amélioration ont été travaillées depuis 2022. Renforcement de la fonction commerciale, rénovation des équipements engagés en 2023 et abouti au premier semestre 2024, réflexion autour des services à poursuivre. La gestion du patrimoine immobilier de la société, principalement l'immeuble du 87 bis rue de Paris, a quant à elle notamment pâti de problèmes de tranquillité qui peuvent à moyen terme affecter la bonne occupation du site et entraîner des frais de surveillance et des travaux de sécurisation non programmés. En matière de développement, il faut rappeler que la SEM doit permettre à notre collectivité d'agir concrètement pour développer l'activité commerciale dans des secteurs mal équipés, mais aussi de permettre la diversification de cette activité commerciale sur notre territoire. Il s'agit d'une attente forte de la population. Aussi, 2023 aura permis de développer les réflexions avec les services de la ville de Montreuil en matière de portage de commerce et rez-de-chaussée actifs, et une mission à la matière a également été confiée à la SEM par la ville de Romainville. Les moyens humains, la SEM a connu une évolution sensible de son organisation et de ses moyens, en lien avec la résiliation de la convention de la gestion de locaux de la ville au sein de la copropriété Mosinor, la modernisation des moyens et des modes de gestion du parking de la Croix de Chavaux, la recherche de nouvelles activités et l'appui fourni à la SPL Résilience Innovation au travers d'une convention de mise à disposition des personnels et une convention de refacturation des frais de fonctionnement à la SPL qui sont renouvelés annuellement. Ce partenariat, adapté au lancement de l'activité économique, a vocation à évoluer vers une organisation pérenne qui sera proposée aux organes de décision après une analyse fine des différents dispositifs de mutualisation possibles et les expériences réussies menées par des sociétés comparables. La mutualisation des moyens humains entre les deux sociétés concerne les fonctions support et certaines fonctions opérationnelles comme la gestion immobilière, les études, opérations d'aménagement de construction, rénovation thermique. Les premiers recrutements permettant la création du pôle aménagement et construction au lieu en 2023, la croissance régulière de l'effectif est prévue jusqu'en 2026. Enfin, avec l'arrivée à terme du bail de ces locaux, l'équipe donc s'est installée dans des nouveaux bureaux à compter du 26 décembre 2023, donc en toute cohérence avec la présentation de la SPL. Ces nouveaux bureaux, donc modernes et bien aménagés, permettront à la société de poursuivre dans de bonnes conditions de développement de ses effectifs. Le résultat financier est positif en 2023. Après le bouleversement de 2022 pour la société d'économie mixte, l'ensemble de l'activité de la SEM, Résilience et Innovation, génère en 2023 un bénéfice de 139 690 €.
Par ailleurs, la situation financière de la SEM est saine, avec des disponibilités à hauteur de 2,4 millions fin 2023 et un endettement à long terme de 708 000 euros. Concernant la gouvernance et la vie sociale, la ville de Montreuil est actionnaire à hauteur de 70,62% du capital social, l'établissement public territorial Est Ensemble à hauteur de 9,38% et les actionnaires privés à hauteur de 20%. 3 conseils d'administration ont eu lieu en 2023 avec un taux global de présence des administrateuristes de la ville de Montreuil de 92%. Aucune modification de statut n'est intervenue en 2023. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, 2 abstentions. Adopté. Nous passons aux délibérations sans présentation de rapport. Délibération numéro 9 pour la gestion immobilière des lots d'activité de la ville de Montreuil au sein de la copropriété Mosinor. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. 2 abstentions. Merci beaucoup. 10. Fixation des tarifs de taxes de séjour. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Merci. 11. Les remises gracieuses. Même vote. On m'indique que oui, merci beaucoup. 12. Pour les participations obligatoires de la commune aux écoles primaires privées sous contrat d'association. Monsieur Serme, vous avez la parole. Oui, alors c'est une délibération dont je m'étais demandé ces dernières années pourquoi on la voyait pas, mais j'ai cru comprendre qu'en fait il y avait eu une sorte d'accord en 2008 qui du coup était revalorisé chaque année et qui ne faisait pas l'objet d'un nouveau vote. Donc du coup cette année on vote. C'est toujours très compliqué ce sujet parce que c'est à la fois on n'a pas le choix, c'est une dépense obligatoire et en même temps on fait voter le conseil dessus. Ce qui, en l'occurrence, sur le financement public des écoles privées, voilà, moi j'ai politiquement et éthiquement un certain nombre, voilà, et donc personnellement je m'abstiendrai. Je regarderai avec attention le vote de notre collègue très très laïque pour voir si c'est cohérent, voilà. Comme vous le soulignez, cette délibération a été rendue nécessaire par les lois nouvelles sur la scolarisation des enfants avant 3 ans et donc une réactualisation générale des tarifs. Je précise que si nous ne votons pas cette délibération et si nous ne procédons pas à l'application de la loi, le préfet se substituerait à la commune à la fois pour l'établissement des montants et pour la mise en débit d'office. Je mets aux voix contre, abstention, donc 1 abstention. Proposition adoptée, je vous remercie. 13. Approbation de convention tripartite entre la ville de Montreuil, le conseil et l'association Rue-Cité pour la prévention spécialisée. Je suis très surprise que d'année en année, ce qui nous est proposé, c'est une recondition quasi à l'identique des crédits alloués par la ville à l'association, alors même que les besoins, eux, explosent. Il ne faut pas aller chercher bien loin l'augmentation des besoins, il suffit de se souvenir de l'explosion de violence qui a eu lieu dans notre ville lors des émeutes de l'été 2023. L'association Rue et Cité, dans ses rapports d'activité, signale d'année en année l'accroissement des besoins et le besoin de financement pour pouvoir notamment procéder au recrutement nécessaire pour faire face à la demande dans les quartiers. Cette association, dans ses rapports d'activité, souligne qu'elle a des difficultés pour recruter des professionnels car elle n'a pas les moyens de faire face aux demandes salariales et aux conditions de travail demandées. Rappelons ce qu'est la prévention spécialisée. Il s'agit des éducateurs de rue, ces professionnels qui vont au contact des jeunes en risque de marginalisation. Il s'agit de métiers difficiles et peu reconnus malgré leur utilité sociale. Depuis l'après-Covid, la situation des publics cibles s'est encore plus fragilisée. De plus en plus de jeunes et de jeunes à peine sortis de l'adolescence sont en rupture, mais tout se passe comme s'il n'en était rien. La ville se contente d'assurer le même niveau de financement. Ceci est d'autant plus difficile à comprendre qu'en décembre dernier, on avait voté un avenant au titre de l'année 2023 qui permettait de reconduire à l'identique les crédits à l'époque et on avait annoncé une réflexion autour de la nouvelle convention tripartite. Je pensais que cette réflexion intégrerait le nouveau contexte. Malheureusement, force est de constater qu'il n'en est rien sur le plan du financement.
En 2023, la ville a financé l'association à hauteur de 85 600 €. En 2024, c'est le même montant qui sera reconduit. Il aurait été utile que cette délibération soit présentée, y compris pour nous expliquer ce qu'est l'orientation portée par vous et votre majorité, monsieur le maire, en termes de politique jeunesse. De là où je suis, je dois dire que je suis surprise de voir que même au niveau de la jeunesse, la communication semble l'emporter sur le travail de long terme. Pour illustrer mon propos, je citerai l'initiative Campus de Montreuil portée par la municipalité. Mais qu'est-ce que le campus de Montreuil si ce n'est un bel objet de communication? Comme toujours à Montreuil, pour faire de la communication, donc on trouve des moyens. En revanche, lorsqu'il s'agit d'accompagner la jeunesse en risque de marginalisation, on peine à dégager des fonds supplémentaires. Des villes comme Romainville parviennent à s'inscrire dans des dispositifs tels que le dispositif des bataillons de la prévention spécialisée. À Montreuil, rien de tel. On aurait aimé que cette délibération présentée nous permette de comprendre et nous explique pourquoi ce qui est possible chez nos voisins ne parvient pas à trouver sa place chez nous. Je précise que s'agissant des montants, effectivement, le montant est stable, même baisse en pourcentage comme vous l'avez fait remarquer. Par contre, le budget total de l'association Rue et Cité augmente, puisque c'est une association d'éducation spécialisée, et donc il y a d'autres financeurs, et la ville de Montreuil n'est naturellement pas le financeur privilégié, étant donné que c'est une responsabilité du département en premier lieu. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. 14, pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. 15, pour le CLPJ 93, pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. 16, pour les réfugiés, pour l'insertion professionnelle des réfugiés statutaires par l'entrepreneuriat, pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. Les gardes des médecins des centres municipaux de santé à la maison médicale de garde. Monsieur Cerne, vous avez la parole. Il s'agit, pour que les gens comprennent, donc que des médecins des centres municipaux de santé fassent des gardes dans ce qu'on appelait le SAMI Vincennes, mais enfin voilà, un centre de santé privé. Est-ce que ces gardes, elles sont ajoutées en fait à leur travail au centre municipal de santé, et le cas échéant, est-ce que du coup c'est sur la base du volontariat de ces médecins, ou alors est-ce que ça fait partie maintenant de leur tâche en tant que médecin de CMS, en échange de la prime Coquerel peut-être? En fait, les actes seront facturés sur l'établissement de l'exercice du médecin, donc effectivement sur les centres municipaux de santé. Ainsi, c'est le centre municipal de santé qui percevra directement les honoraires et non le médecin, sauf à ce qu'il se déclare en médecin libéral. Par conséquent, s'agissant des horaires de travail, s'agissant de professionnels qui sont soumis au régime de la vacation, ça sera bien intégré dans le régime ordinaire des vacations sur nos centres municipaux de santé. Ça veut dire que si c'est sur leur temps de travail normal, ils seront moins dans les centres municipaux de santé. C'est des heures en plus. Donc ils font des vacations en plus de leur temps de travail. Exactement. Ça n'enlève rien à nos centres municipaux de santé. Pardon, ma réponse n'avait pas été claire. Je mets aux voix contre, abstention, proposition adoptée. 18, les nouvelles subventions aux associations. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. 19. Les tarifs municipaux, je crois qu'il y a des amendements sur les tarifs municipaux. C'est sans surprise, puisque je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je propose ces amendements. Toujours dans le même esprit, on est en train de raconter beaucoup de choses sur le pouvoir d'achat. Il y a eu quand même une augmentation de la taxe foncière cette année, et les usagers se prennent par-dessus le marché une 2e augmentation des tarifs municipaux pour les activités qui sont sur l'année scolaire, donc à compter du 1er septembre. Pratiquement tous les tarifs augmentent. Et en plus, ils augmentent uniformément, la plupart du temps, quelle que soit la tranche du quotient familial. Donc une augmentation d'1 euro, quelle que soit la tranche, du coup, ça fait une augmentation plus importante pour les tranches les plus basses. Ce qui ne me paraît pas être tout à fait dans la logique de ce qu'on essaye d'expliquer
En ce moment non plus. Donc il y a 3 amendements qui sont des amendements en entonnoir, hein, c'est-à-dire il y a un amendement sur pas d'augmentation du tout. Si celui-là est rejeté, un amendement pour pas d'augmentation sur les 2 premières tranches du quotient familial. Et si celui-là est battu aussi, un dernier amendement sur pas d'augmentation pour la première tranche du quotient familial. L'absence de modification régulière des tarifs municipaux conduit ensuite à des rattrapages qui seront, de notre point de vue, préjudiciables aux usagers et à l'établissement du service public. On l'avait connu sur des tarifs non actualisés depuis parfois 5 ans, 10 ans, et qui étaient en décrochage total avec les réalités. Moi j'entends tout, hein. Cela dit, on n'est jamais obligé de rattraper, on n'est jamais obligé d'augmenter. Hein. Et en ce moment on explique plutôt qu'on veut bloquer les prix, et voilà. Là on parle quand même des tarifs des centres sociaux. Hein. Enfin c'est pas pour aller jouer au tennis, voilà. Donc franchement, je pense qu'au moins pour la première tranche de quotient familial, ça serait quand même un signal, un tout petit peu de cohérence. Parce que si on dit il faut le pouvoir d'achat et bloquer les prix partout pour tout le monde, mais pas chez nous, à un moment, ça finit par se voir quand même. Merci beaucoup. Et je vous indique que, contrairement à votre affirmation, les tarifs des centres sociaux ont effectivement été bloqués. Je mets aux voix donc l'amendement numéro 1 en demandant au nom de l'exécutif son rejet par le Conseil. Donc, qui est pour? Qui est contre? Proposition qui s'abstient, proposition rejetée. Amendement numéro 2, je mets aux voix, donc qui est contre, qui vote pour, pardon, qui est contre, qui s'abstient. Proposition rejetée. Amendement numéro 3, c'est le même vote, je suppose. Qui est contre, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Proposition rejetée. Je vous remercie. Les 3 amendements sont rejetés. Je mets au vote la délibération globale. Contre, abstention, proposition adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 20. Oui, nous avons vu votre abstention. Ah, contre, pardonnez-moi. Présentation, donc, le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France pour l'année 23. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, proposition adoptée. Je vous remercie. 21, l'avenant à la Convention pour la mise à disposition de la billetterie ouverte pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 24. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée. Je vous remercie. La convention de maîtrise d'ouvrage pour la rue des Rigondes avec la ville de Bagnolet. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. La 23 pour le PT et la fourniture à la gestion de perdu de papier électronique. Qui est contre, qui s'abstient, proposition adoptée. Merci beaucoup. Via 93, TVM? Non. Alors je mets aux voix contre, abstention, adopté. Je vous remercie. 25, donc clos français, les parkings EG4 et EG5. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, adopté. Je vous remercie. 26, le transfert de la convention de maîtrise d'ouvrage entre Ville Est Ensemble SPL Résilience dans le cadre de l'opération d'aménagement Le Morillon. Tout d'abord, je voudrais me réjouir du fait qu'un quartier comme Le Morillon, longtemps oublié dans les investissements, bénéficie du déblocage de 30 millions d'euros. Mais pour que cet argent soit réellement utile pour le quartier et améliore concrètement le cadre de vie des habitantes et des habitants, celles et ceux qui vivent ce quartier au quotidien doivent être pleinement et effectivement associés au projet. Comme toujours dans les principes en matière de renouvellement urbain, la concertation des habitantes et des habitants est posée comme un préalable. Dans les faits, force est de constater qu'en réalité, de concertation, il n'y en a pas eu réellement. Bien sûr, il y a eu des réunions d'information. J'ai d'ailleurs assisté à un certain nombre d'entre elles. Bien souvent, ces réunions se passent dans un climat de tension palpable, car c'est au cours de ces réunions d'information que les habitantes et les habitants découvrent par exemple que leurs logements vont être détruits. Je voudrais d'ailleurs m'arrêter quelques instants sur les destructions de logements prévues. Effectivement, bien souvent, l'ANRU
conditionne ces financements à la destruction d'un certain nombre de logements. Au Morillon, ces destructions vont concerner 81 logements. Ces destructions sont incomprises car les logements visés sont souvent des logements en bon état comparés à d'autres logements du parc social. Cette incompréhension est d'autant plus forte que les barres d'immeubles vouées à la destruction sont pour certaines d'entre elles des barres qui ont fait l'objet d'une réhabilitation. En disant cela, je pense par exemple aux immeubles situés au 2 ou au 4 allée Romain Roland. À un moment où l'argent public se fait de plus en plus rare, une telle démarche est difficile à comprendre. J'ai été surprise d'apprendre il y a encore quelques mois que des interventions pour finaliser la réfection de la toiture étaient en cours. Comment comprendre que vous fassiez le choix d'engager des travaux lourds sur des immeubles qui ont vocation à être détruits et où il ne reste plus que quelques familles à reloger ? Enfin, je voudrais dire un mot sur l'accession sociale à la propriété. Le document de séance qui nous est transmis fait état de 2 opérations d'accession sociale à la propriété. Certes, ces opérations ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'ANRU, mais je vais profiter donc pour dire quelques mots sur l'accession sociale à la propriété portée par Est Ensemble Habitat. Et plus particulièrement, je voudrais attirer l'attention sur des opérations rue de la Côte du Nord qui sont un vrai cauchemar pour certaines personnes qui en ont bénéficié. Les malfaçons sont nombreuses dans ces 2 opérations, à tel point que certaines personnes ne peuvent pas jouir du bien qu'elles ont acquis. L'Office ne répond pas. Pire, certains habitants qui ont eu l'outrecuidance d'insister pour faire des réclamations ont le sentiment aujourd'hui que des interventions sont programmées, mais pas chez eux. Cela crée un sentiment d'injustice dont rien de constructif ne peut sortir. Cette situation est d'autant plus intenable que, par définition, le public qui peut prétendre à l'accession sociale à la propriété, c'est un public de classe moyenne et certains font de gros sacrifices pour pouvoir acquérir le bien. Est Ensemble Habitat est un acteur public. Bien souvent d'ailleurs, les acquérants m'expliquent que le caractère public du porteurs de projet a été un facteur déterminant de la confiance qu'ils ont accordée au projet. Quand les dysfonctionnements arrivent, on ne peut pas juste renvoyer les accédants vers l'entreprise de construction. Est Ensemble Habitat et la ville, qui bien souvent garantit les prêts nécessaires au projet, ont un rôle à jouer pour permettre aux accédants d'avoir un bien répondant à la qualité qu'ils sont en droit d'attendre légitimement. Puisqu'on est quand même sur des sujets en rue, j'en profite, puisqu'on a rarement des réponses sur les décisions du maire, pour essayer de comprendre comment, puisque maintenant vous pouvez faire des virements de crédit sans passer par une DM tout de suite, du fait qu'on est passé à la M57, du coup vous avez fait des virements de crédit pour environ 1 600 000 € qui sont pris sur les crédits en rue pour les verser, les mettre sur la construction d'une école. Et je n'arrive pas à comprendre comment qu'on fasse des virements de crédit, voilà, ça arrive, mais aller les prendre sur des lignes en rue, qui en plus sont des lignes, enfin voilà, qui sont un peu sur lesquelles on a quand même des cofinancements importants. Je ne comprends pas pourquoi on prend ce genre de risque et pourquoi on vient piocher dans des crédits en rue et pas ailleurs, et surtout comment ces crédits seront redispatchés ensuite. Je n'insisterai pas plus sur le fait que par ailleurs faire cette décision du maire sur des virements d'1,6 million quand même de chapitre à chapitre, alors qu'on vient de voter le budget, c'est quand même assez bizarre, parce que vous deviez le savoir quand même que c'est 1,6 million, il faudrait les passer ailleurs, et donc quand on a voté le budget, il était clairement insincère. Quelques précisions d'abord concernant la question de la participation des habitants. Je propose aux élus qui sont disponibles, nous y serons notamment avec Dominique Glemas samedi, pour l'inauguration des travaux qui ont été organisés par les habitants, fruit d'une concertation notamment sur le projet de restructuration de la place Descartes, qui est un des sujets importants de ce programme de renouvellement urbain sur le quartier Le Morillon, porté par des collectifs, par des associations en lien avec les habitants, pour que la transformation des espaces publics, qui est un des points essentiels de ce programme de renouvellement urbain sur le quartier Le Morillon, soit fait sur la base des attentes et expression des attentes des habitants. Le réaménagement de la place Le Morillon, le réaménagement de la place Descartes, l'ouverture de la place Descartes permettant une connexion avec le tramway. Tous ces éléments-là sont le fruit de concertations longues qui ont eu lieu. Je regrette qu'un certain nombre d'élus n'y aient pas participé et donc puissent en séance du conseil municipal exprimer leur ignorance de ces réalités. Sur le reste, je partage le point de vue qui a été exprimé par Madame Chokri-Yonis concernant la tendance qui a été celle de l'ANRU pendant très longtemps d'encourager à la démolition des grands ensembles comme étant l'alpha et l'oméga du règlement des problèmes dans nos quartiers populaires. Je le partage d'autant
qu'ensemble, à l'époque où vous étiez encore dans la majorité municipale, nous nous sommes battus auprès de l'Agence nationale de renouvellement urbain pour que, dans le cadre de nos 2 ANRU, il y ait le moins de démolitions possible, alors que l'ANRU, l'ADRIL, pointait l'ensemble des bars. Je me souviens également d'ailleurs de propos de gens avec lesquels vous avez relayé d'ailleurs leurs propositions, proposer des démolitions massives sur le quartier de la Noue. C'est une orientation que nous avons systématiquement refusée, partant du principe que nous préférions d'abord d'un point de vue du maintien des populations dans leur quartier, d'une part, deuxièmement, pour des questions d'empreinte écologique, d'éviter les démolitions qui sont dévastatrices pour l'environnement, numéro 3, de faire en sorte que la rénovation du patrimoine, notamment des bailleurs sociaux, soit une priorité de nos programmes de renouvellement urbain. C'est à la fois sur la question notamment de la facture énergétique, mais c'est vrai aussi pour des logements qui sont des passoires thermiques, où pendant les périodes de canicule, ce sont les populations les plus précaires qui souffrent dans des logements qui sont mal isolés, qui n'ont pas d'espace extérieur. Bref, c'est la dynamique que nous avons défendue. Et sur la question des démolitions, chaque démolition, vous le savez, fait l'objet au préalable d'une convention de relogement avec les bailleurs sociaux et avec des procédures qui sont encadrées. C'est vrai avec Est Ensemble Habitat, c'est vrai avec l'ensemble des bailleurs et notamment sur le quartier de la Noue. Le dernier point concernant la question des crédits, ne sont pas pris ou volés à l'ANRU, puisque ce qu'il est dit, et d'ailleurs ça a fait l'objet d'une réponse précise en page 12 du document que vous avez reçu suite à la commission technique, c'est que le calendrier de mise en œuvre d'un des projets sur le quartier de la Noue n'étant pas dans celui de l'année en cours, les crédits sont fléchés pour permettre la réalisation des travaux sur le groupe scolaire, notamment Méliès, mais ils seront bien menés et l'ensemble du programme de renouvellement urbain tel qu'il a été adopté avec l'ANRU sera mené à son terme. Je vais voter ça, mais enfin, des crédits qu'on passe d'un truc à l'autre, il va falloir les remettre à un moment quand même. Si vous vous dites que ce sera à budget constant, il faudra bien à un moment les recréditer. Je n'ai pas dit voler, mais ils sont passés sur une autre ligne, donc il faudra bien à un moment les retrouver si vous voulez rester en enveloppe constante. Nous mettons en voix donc la 26, contre, abstention. Proposition adoptée. Je vous remercie, Monsieur Charles, nous ayant signifié sa non-participation au vote. 27. Pas de demande d'intervention sur le 37 Rouget de Lille. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. 28 pour la ZAC Boissière-Acacia. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, proposition adoptée. Je vous remercie. La 29 sur la précision fiscale. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. La 30. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. 31, pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention. Oui, une abstention. Je vous remercie. 32, je mets aux voix contre, abstention. Merci beaucoup. 33, même vote, madame. Oui, on m'indique que oui, 2 abstentions. 34, même vote. Oui. Ok, super. Merci beaucoup. Sur la délibération numéro 35, c'est la garantie d'emprunt de 100% au bénéfice de l'OPH Est Ensemble Habitat. Les élus concernés ont quitté la salle. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. À l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 36, c'est l'attribution d'une subvention pour le dépassement de la charge foncière de référence d'Est Ensemble Habitat. C'est une opération au 90 boulevard Aristide-Briand. Même vote. Même vote. Je vous remercie. Je mets aux voix la délibération numéro 37, c'est la garantie à hauteur de 100% bénéfice de Fréa pour une opération de 8 logements au 31 rue Kléber. C'est du logement très social. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. À l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 38, c'est le transfert d'un poste de l'établissement public Est Ensemble pour la compétence emploi-insertion.
Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Délibération numéro 39, c'est l'avenant de la convention de mise à disposition des services avec Est Ensemble. C'est le numéro 39 qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous remercie. La délibération numéro 40, c'est la modification des modalités de mise en œuvre des astreintes en lien avec l'évolution de l'organisation des services et des missions. Délibération numéro 40, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Les créations d'emplois saisonniers pour la période 24, pas de demande d'intervention. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. La modification du tableau des effectifs, même vote je suppose. On m'indique que oui. Merci. 43 pour les écoles maternelles et en remplacement du coup de Monsieur Conselvi pour l'école maternelle. 44, indemnité des élus, actualisation du tableau des indemnités. Pour la bonne information de tous les élus, je tiens à préciser de nouveau les points suivants, contrairement à ce qui vous a été annoncé en commission technique permanente lundi soir. La note de synthèse fournit l'explication suivante concernant les écarts dans le montant des indemnités des élus. Certains élus bénéficient d'une augmentation en raison soit de l'accroissement du périmètre de leur délégation, soit de l'accroissement de la charge de la délégation constatée au cours des dernières années. Les arrêtés de délégation transmis en amont de la séance du Conseil montrent bien que les contenus des délégations diffèrent et n'emportent pas la même charge de travail pour chaque élu. La délibération proposée ce soir modifie l'indemnité des élus suivants: Stéphane Beltran parce qu'il devient adjoint, Nacera de Finel parce que sa délégation déjà conséquente est complétée par les sujets liés à la démocratie participative, Abika car elle devient conseillère municipale déléguée en remplacement de M. Beltran, ainsi que Méline Le Gourirac à la suite de la modification de sa délégation intervenue il y a quelques mois, et Mama Doucouré en raison de l'accroissement constaté de sa charge de travail. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. 2 abstentions. Proposition adoptée. Vœux pour la paix et la reconnaissance de l'État de Palestine qui a fait l'objet d'un travail commun de l'ensemble des groupes de la majorité. Face à l'atrocité de la situation à Gaza, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont décidé mardi 28 mai 2024 de reconnaître officiellement l'État de Palestine. Ces 3 nations rejoignent l'immense majorité de pays, 146 sur 193, ayant déjà fait cette démarche. Le président de la République, Emmanuel Macron, affirme que la France est prête à le faire, de même, mais à un moment utile. Je reprends sa citation. Ayant développé ces considérants, le vœu insiste sur 5 points. Concourir, donc le conseil municipal de la ville de Montreuil demande à l'État français de concourir à un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza, tout mettre en œuvre pour la libération des otages, réaffirmer le respect du droit international et des résolutions des Nations Unies votées en faveur du peuple palestinien, reconnaître un État de Palestine sans délai, réaffirmer le droit des 2 États à vivre côte à côte dans la paix et dans la sécurité. Ce vœu s'inscrivant dans la rédaction qui a été le cas de très nombreuses collectivités territoriales françaises engagées pour la paix. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je mets aux voix le vœu contre, abstention, proposition adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons appris que la municipalité avait pris la décision d'arrêter le maintien à domicile. Pouvez-vous nous indiquer combien de Montreuilloises et de Montreuillois bénéficiaient des prestations de ce service et ce que deviennent ces personnes avec l'arrêt donc de ce même service? Par ailleurs, pouvez-vous nous préciser combien d'agents étaient affectés à ce service ainsi que ce qui est prévu par la collectivité pour accompagner celles et ceux de ces agents qui ne sont pas titulaires de la fonction publique? La deuxième question orale est relative à la cantine scolaire. Des parents d'élèves nous ont récemment fait part de la dégradation de la qualité de la cantine scolaire. Les quantités servies aux enfants à la pause méridienne ainsi qu'au goûter semblent poser de grandes difficultés. Par ailleurs, certaines familles pointent également une dégradation de la qualité de la nourriture présentée aux enfants. Pouvez-vous nous communiquer les premiers bilans faits sur les prestations de table commune et nous indiquer les actions entreprises par la municipalité pour remédier à ces difficultés?
La troisième question orale que nous posons est relative à l'avenir des cantines des foyers de travailleurs migrants. Les cantines des foyers permettent l'accès à une alimentation équilibrée pour les travailleurs résidant de ces foyers. Les centaines de plats cuisinés chaque jour dans ces cantines permettent, au-delà des résidents des foyers, aux personnes donc précarisées d'accéder à de vrais plats chauds pour des sommes modiques. Les résidents du foyer Branly, leur comité de soutien et les personnes qui œuvrent pour faire fonctionner la cantine luttent pour la mise en place d'un plan de sauvegarde et de maintien de leurs cantines et plus largement des cantines des foyers de Montreuil. Dans certaines villes, des solutions ont été trouvées pour régulariser des cantines de foyers. Ainsi, dans des foyers à Ivry-sur-Seine, à Aubervilliers ou encore à Paris, des conventions ont été passées avec le gestionnaire pour régulariser ces cantines et permettre le maintien de plats chauds à des sommes modiques. Comment la municipalité compte-t-elle accompagner cette demande d'une restauration sociale dans les foyers ? La quatrième question que nous posons est relative aux travaux au foyer Branly et aux inquiétudes relatives à la sécurité. La manière dont l'accès au foyer Branly a été aménagé durant la tenue des travaux interpelle. Les résidents du foyer et leur soutien vous ont fait part de leur inquiétude. Sur le plan de la sécurité, au-delà de ces aménagements, rappelons que la grille du parking du foyer est inaccessible depuis le mois de juin 2023, y compris pour les services de secours. Les résidents réclament toujours la réouverture de cette grille ainsi que l'aménagement d'une entrée adaptée aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées. Aujourd'hui, ce sont l'ensemble des voies d'accès du foyer qui sont impactées. Les résidents ont interpellé le gestionnaire sur cette situation et ont remonté à de multiples reprises leur inquiétude à ce sujet. Les incendies qui ont eu lieu dans 2 foyers de notre ville depuis ce début d'année rappellent, si besoin était, combien la question de la sécurité est fondamentale. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour répondre à l'inquiétude exprimée en matière de sécurité par les résidents du foyer Branly et leur soutien ? La 5e question orale que nous posons est relative aux familles installées par la ville rue Ningesser. Donc, la question est relative plus précisément au bilan de la mousse et la demande de médiation récente que vous avez reçue. En décembre 2021, la ville avait sollicité une subvention de 200 000 € pour mettre en place une mousse dont le coût global était estimé à 407 513 €. Ce dispositif d'accompagnement est aujourd'hui arrivé à son terme et nous souhaiterions savoir quel est le bilan au niveau des familles ayant bénéficié de cet accompagnement. Pouvez-vous nous préciser notamment le nombre de familles qui sont sorties du dispositif et ont rejoint le droit commun? Pour les familles restantes, pouvez-vous nous indiquer quelle forme va prendre leur accompagnement? Par ailleurs, nous avons été informés qu'une médiation avait été demandée par un collectif de riverains. Pouvez-vous nous indiquer quelle suite a été réservée à cette demande? La 6e question orale que nous posons est relative à la construction du groupe scolaire Méliès et à la suppression donc du champ de poire. La construction du groupe scolaire Méliès ampute le quartier d'un espace de respiration très utilisé, donc dit le champ de poire. En effet, pour les habitantes et les habitants de la cité située face à Mosinor, cet espace est même le seul espace vert de proximité. Avec la construction du nouveau groupe scolaire, cet espace vert va être réduit à la portion congrue. Pouvez-vous nous indiquer ce qu'il est prévu de faire pour remédier à cette situation ? La 7e question orale que nous posons est relative au suivi des travaux de renouvellement urbain au Clos français. En réponse à une question orale sur le suivi des travaux de renouvellement urbain posée en décembre dernier, il nous avait été répondu qu'Est Ensemble Habitat veillait à limiter les nuisances de chantier et rappelait l'entreprise à ses obligations en la matière. Malheureusement, sur le terrain, le changement se fait attendre et les difficultés s'accumulent pour les locataires. La question du suivi même de ce chantier interpelle. De nombreuses familles se plaignent d'être laissées avec les ouvriers comme seul interlocuteur. Les échanges sont difficiles, voire même parfois tendus. Qu'est-il prévu au niveau d'Est Ensemble Habitat et de la ville de Montreuil pour éviter que la situation ne dégénère? La 8e question orale que nous posons est relative à l'appartement de courtoisie et au suivi des situations familiales difficiles pendant les travaux de renouvellement urbain au Clos français. Les travaux, c'est 3 semaines d'intervention dans des appartements occupés. Dans ces conditions, on ne peut qu'être surpris que des situations personnelles très difficiles, connues a priori par le bailleur, n'aient pas été prises en charge en amont. En disant cela, donc, nous faisons par exemple référence à des situations où des personnes âgées qui sont en grande difficulté vivent dans un chantier permanent. De la même manière, on peut citer des familles avec des personnes malades, des personnes en situation de handicap. Toutes ces situations humaines difficiles ne sont pas gérées et cela crée des tensions. Pourquoi Est Ensemble Habitat et la ville, qui en principe connaissent donc ces situations,
N'ont-ils pas mis en place un suivi de ces familles en très grande difficulté pour leur proposer, au-delà de l'accès à un logement de courtoisie, un relogement temporaire, le temps des travaux, par exemple, dans les bâtiments libérés et en attente de démolition? Merci beaucoup, Madame le ministre. Nous venons d'épuiser notre ordre du jour. Nous sommes arrivés au terme de notre séance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.